Avant de me juger, gardez bien ceci à l'esprit, j'ai payé pour ce voyage. Un dernier cadeau pour ma fille, son mari et ma petite-fille qui, un jour, m'appelait sa meilleure amie. Nous étions à Cassis, la lumière de la Méditerranée semblait laver le monde de ses péchés. Puis, un matin, je me suis réveillé seul. Pas de portefeuille, pas de passeport, juste une note griffonnée sur un sous-boc, elle ne mérite rien. Qu'elle reste là. J'ai dormi sur le sol glacial de la gare Saint-Charles à Marseille. J'ai mangé des biscottés, je l'avoue avec une honte qui me brûle encore, de la pâtée pour chien. 3 jours de silence radio. Mais ils avaient oublié une chose. J'étais toujours la propriétaire de la maison dans laquelle ils vivaient. Je contrôlais toujours l'argent qu'ils dépensaient si allègrement. Quand je suis rentré, je n'ai pas crié. J'ai changé les serrures. J'ai gelé les comptes. Maintenant, ce sont eux les abandonnés, sur le seuil de ce qu'ils appelaient autrefois leur foyer. Avant d'en arriver là, il faut remonter le temps. J'aurais dû savoir que quelque chose clochait dès que j'ai vu la chambre d'amis. Je me tenais là, chancelante sur mes béquilles, tandis que Julien, mon fils, posait mon sac de voyage près du lit. Les draps étaient encore froissés, portant l'empreinte du dernier corps qui s'y était reposé. La fenêtre, dans son coin supérieur, arborait une vilaine tache d'humidité qui semblait s'étendre depuis des semaines, et l'air flottait, lourd, un mélange de renfermé et du parfum bon marché d'Amandine. Un floral synthétique et agressif, comme elle. Julien n'a pas vraiment croisé mon regard. Il se dirigeait déjà vers la porte, les mains dans les poches de son jean de marque, un geste qu'il adoptait toujours quand il était mal à l'aise. Il m'a dit de l'excuser pour le désordre, que sa femme, Amandine, voulait tout préparer avant mon arrivée mais qu'elle était débordée par son travail. Son travail, une boutique de décoration en ligne qu'elle gérait depuis le salon, ce qui consistait principalement à prendre des photos d'elle-même avec des coussins hors de prix. Oui, je savais ce que cela signifiait. En 35 ans de carrière à l'aide sociale à l'enfance, j'avais appris à lire les signes que les gens laissent derrière eux sans s'en rendre compte. Une chambre à moitié préparée, ce n'était pas de la négligence, c'était de l'indifférence pure et simple. Mais je suis restée silencieuse. Je venais de sortir de l'hôpital après une opération du genou, et j'avais 3 mois de convalescence devant moi. J'avais besoin que ça marche. J'ai menti, lui disant que tout allait bien, que j'avais juste besoin de me reposer. Mon fils est resté sur le seuil, fuyant, cet homme qui, enfant, se jetait dans mes bras chaque jour en rentrant de l'école et qui semblait maintenant compter les secondes avant de pouvoir s'échapper de ma présence. Il a ajouté qu'Amandine viendrait me voir tout à l'heure, qu'elle préparait le dîner. Il a marqué une pause, et mon estomac s'est noué. Oh, maman, à propos de l'aide-soignante que nous avions engagée. Quoi, à son propos? Mon cœur a raté un battement. Elle a dû démissionner, un problème familial urgent. Mais ne t'inquiète pas, a-t-il ajouté avec une fausse assurance, Amandine et moi, on va s'occuper de tout. Ce sera comme au bon vieux temps. Le bon vieux temps, c'était quand il avait 8 ans et que je veillais sur lui lorsqu'il avait la fièvre, pas quand j'étais une femme de 65 ans incapable de marcher sans aide. Bien sûr, ai-je répondu, car que pouvais-je dire d'autre? Après son départ, je me suis assise sur le bord du lit, le matelas s'affaissant sous mon poids. J'ai regardé cette pièce qui serait ma prison pour les mois à venir. 35 ans à aider des familles en crise, et maintenant c'était moi qui avais besoin d'aide. L'ironie de la situation ne m'échappait pas, mais elle me blessait d'une manière que je n'avais pas anticipée. J'ai réussi à déballer quelques affaires avant que la douleur dans mon genou ne devienne insupportable. Les médicaments que le docteur Leroy m'avait prescrits étaient dans la salle de bain principale, et je devais les prendre toutes les 6 heures avec de la nourriture. Amandine avait promis de me le rappeler. Ce premier soir, j'ai attendu. J'entendais Amandine s'affairer dans la cuisine, le cliquetis des assiettes, le bip du micro-ondes. Une odeur délicieuse de poulet rôti au thym flottait dans l'air, et mon estomac gargouillait. Je n'avais rien mangé depuis le petit déjeuner insipide de l'hôpital. Il était 19h30, puis 20h. Finalement, vers 20h15, j'ai entendu des pas s'approcher. C'était Amandine, sa voix faussement enjouée. « Te voilà servi. » Elle est entrée avec un petit plateau. Dessus, une tranche de pain de mie grillé, un peu de soupe en brique qui semblait avoir été rallongée à l'eau, et un verre d'eau. « Pas de médicaments. Merci, ma chérie, ai-je dit, essayant de garder ma voix neutre. Pourrais-tu aussi m'apporter mes médicaments? Je dois les prendre en mangeant. Amandine a fait une petite moue qu'elle a tenté de déguiser en sourire. Oh, bien sûr, j'ai failli oublier. Julien et moi venons de finir de dîner, j'étais si fatigué.
Elle est revenue 5 minutes plus tard avec les pilules, mais j'avais déjà fini mon maigre repas. Le médecin avait été très clair, les médicaments à jeûne pouvaient provoquer des nausées. Je le lui ai expliqué. Eh bien, tu peux manger un peu plus de pain, a-t-elle suggéré, comme si c'était la solution la plus évidente du monde. On ne voudrait pas que tu te sentes mal. Cette nuit-là, allongé dans ce lit étranger, mon genou lançant des éclairs de douleur, j'ai pensé à toutes les fois où j'avais évalué des situations familiales. Les signes de négligence étaient subtils au début, des repas irréguliers, des médicaments oubliés, le sentiment général d'être un fardeau. Mais c'était différent. C'était ma famille. Le lendemain, ce fut pire. Le lendemain, ce fut pire. Julien est parti pour son travail à la Défense avant même que je ne sois réveillé, un baiser fuyant déposé sur mon front qui sentait déjà l'abandon. Amandine est apparue vers 9 heures, tenant une tasse de café allongée et une unique biscotte sur une soucoupe. Un bonjour lancé à la va-vite, son sourire n'atteignant jamais ses yeux verts, froids comme du verre dépoli. Elle m'a expliqué que Julien avait une réunion capitale, qu'il travaillerait tard toute la semaine. Toute la semaine ? Ai-je demandé, la gorge sèche. Elle a haussé les épaules, un geste d'une élégance cruelle dans son ensemble de yoga hors de prix qui moulait un corps ferme et tonique. Le travail, c'est le travail, a-t-elle déclaré, mais elle était là, donc pas de problème. Sauf qu'elle n'était pas vraiment là. Elle disparaissait pendant des heures, me laissant seul dans cette chambre, à me demander si je pouvais risquer le trajet jusqu'aux toilettes sans m'effondrer. Quand je lui ai demandé de m'aider à prendre une douche, elle a soupiré si fort que je l'ai entendu depuis ma chambre. Un soupir d'exaspération pure, le genre de son qui vous fait comprendre que votre simple existence est une corvée. Elle m'a dit qu'il fallait vraiment que j'essaie d'être plus autonome, que le kiné avait bien précisé que le mouvement était bon pour moi. Le docteur Leroy avait dit beaucoup de choses, y compris que j'aurais besoin d'une aide significative durant les premières semaines, mais Amandine ne semblait se souvenir que des parties qui l'arrangeaient. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte de la salle de bain, ses bras croisés sur sa poitrine parfaite, une déesse de la santé et de la vitalité jugeant ma chair meurtrie et faible. Son parfum, un mélange sophistiqué d'agrumes et de musc blanc, semblait se moquer de l'odeur de médicaments et de peur qui émanait de moi. Le 3e jour, les choses se sont cristallisées d'une manière qui m'a rendu physiquement malade. Il était 2 heures de l'après-midi et je n'avais rien mangé depuis le petit déjeuner, une autre biscotte, cette fois-ci légèrement brûlée, et un fond de jus d'orange qui avait le goût d'un carton ouvert depuis des jours. J'ai réussi à atteindre la cuisine en m'appuyant sur les meubles, chaque pas une torture pour mon genou. J'espérais y trouver quelque chose que je pourrais préparer moi-même. La cuisine était d'une propreté immaculée, un showroom de magazines de décoration, mais le réfrigérateur était presque vide. Une bouteille de lait entamé qui sentait le suri, quelques condiments, et tout au fond, une boîte de conserve cabossée de pâté pour chiens, une marque de luxe dont le nom m'échappait, avec une date de péremption dépassée de 6 mois. Je suis resté là, appuyé contre le plan de travail en granit froid, à fixer cette boîte, et quelque chose en moi s'est brisé en silence. Amandine est entrée juste au moment où je refermais le réfrigérateur. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» a-t-elle demandé, et il y avait une dureté dans sa voix que je n'avais pas encore entendue. Je cherchais juste quelque chose à manger, ai-je répondu. Je n'ai rien avalé depuis ce matin. Elle a croisé les bras, son regard me toisant. Écoute, Hélène, je sais que tu as l'habitude qu'on te serve sur un plateau, mais Julien et moi, on a nos propres vies. Je ne peux pas passer mon temps à accourir toutes les 5 minutes pour te nourrir. Servi sur un plateau. Moi. J'avais travaillé 35 ans, élevé un fils seul après la mort de son père et utilisé mes économies pour aider Julien à payer sa prestigieuse école de commerce et à lancer sa start-up. Servi sur un plateau. Je demande juste des repas réguliers, ai-je dit, en gardant ma voix calme, comme j'avais appris à le faire dans les situations familiales les plus tendues. Et mes médicaments à l'heure. Le docteur a été très clair sur les horaires. Amandine a ri. Pas un rire joyeux, mais un son sec, méprisant. Le docteur. Peut-être que le docteur devrait venir ici et voir ce que c'est que de s'occuper de quelqu'un d'aussi, assister. Le mot est resté suspendu dans l'air entre nous. Assister. Comme si avoir besoin d'aide après une opération chirurgicale majeure était une sorte de défaillance morale. Cette nuit-là, allongé dans le noir, j'ai entendu Amandine parler au téléphone dans le salon. Sa voix filtrait à travers les cloisons fines. Non mais sérieusement, Manon, c'est comme s'occuper d'un Kleenex géant. Elle a toujours besoin de quelque chose, à manger, ses médicaments, de l'aide pour ci, de l'aide pour ça. Une pause,
puis ce même rire strident. Julien dit qu'elle a toujours été comme ça, très exigeante. Franchement, je ne sais pas comment il a fait pour la supporter toutes ces années. Je suis resté parfaitement immobile, retenant presque ma respiration. Et tu sais le pire? Elle agit comme si on lui devait quelque chose. Comme si le fait qu'elle ait payé l'école de Julien signifiait qu'on devait devenir ses larbins personnels maintenant. Une autre pause. Non, on ne peut pas la mettre en EHPAD. Julien dit que ça coûterait une fortune, et puis, qu'est-ce que les voisins diraient? Les voisins, bien sûr. L'image était plus importante que mon bien-être. Honnêtement, parfois, j'ai l'impression de m'occuper d'un vieil animal de compagnie. Tu sais, ce sentiment où ce serait presque plus gentil d'eux. Elle n'a pas terminé sa phrase, mais elle n'en avait pas besoin. J'ai fermé les yeux, essayant de ne pas pleurer. En 35 ans de carrière, j'avais vu la négligence et la maltraitance sous toutes leurs formes. Je savais exactement ce qui se passait. Mais savoir quelque chose intellectuellement et le vivre dans sa propre chair étaient deux choses complètement différentes. Le 4e jour, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas une décision consciente, plutôt une réaction chimique, une alchimie née de la douleur, de l'humiliation et d'une faim lancinante. C'était peut-être quand je me suis réveillé et qu'il n'y avait pas de petit déjeuner du tout, juste une note griffonnée sur un post-it collé à la lampe de chevet, parti avec des amis. Céréales dans le placard. Des céréales rangées sur l'étagère la plus haute, hors de ma portée. C'était peut-être quand j'ai tenté de prendre une douche seule et que j'ai failli m'effondrer, ma hanche heurtant violemment le carrelage de la salle de bain, le bruit sourd se répercutant dans la maison silencieuse sans que personne ne vienne voir. Ou peut-être que ce fut plus tard dans l'après-midi, quand j'ai essayé de rejoindre les toilettes sans mes béquilles, chancelante, m'agrippant au meuble. Ma hanche, déjà endolorie, s'est tordue d'une manière contre nature et la douleur fut si fulgurante que j'ai crié. Personne n'est venu. Je suis resté là, sur le sol froid du couloir, pendant ce qui m'a semblé être des heures, mais qui n'étaient probablement que des minutes, à attendre que quelqu'un n'apparaisse. J'ai fini par ramper jusqu'à mon lit, mais la douleur dans ma hanche était devenue une pulsation sourde et constante, s'ajoutant à celle de mon genou. Quand Amandine est finalement rentrée vers 18 heures, elle a agi comme si de rien n'était. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé d'un ton enjoué, comme s'il s'agissait d'une conversation normale entre une belle-mère et sa bru. « Je suis tombé, ai-je dit simplement. Je me suis fait mal à la hanche. » Son expression a changé, un mélange d'irritation et de ce qui aurait pu être une once de culpabilité, rapidement masquée. « Ça va? Tu veux aller à l'hôpital? » « Je ne sais pas, ça fait très mal. » Elle a balayé ma douleur d'un geste de la main. « C'est sûrement juste un bleu. Ce sont des choses qui arrivent quand on essaie d'en faire plus qu'on ne le devrait. » Elle m'a regardé avec ce regard qu'elle avait perfectionné, celui qui faisait de tout ma propre faute. « Il faut vraiment que tu sois plus prudente, Hélène. » Ce soir-là, pour la première fois depuis mon arrivée, elle ne m'a même pas apporté de plateau. J'ai entendu Julien rentrer tard, leurs voix étouffées dans le salon, puis le son de la télévision. J'étais seul dans cette chambre qui sentait l'abandon, réalisant une chose que j'aurais dû voir dès le premier jour. Je n'étais pas une invitée dans cette maison. J'étais un fardeau, à peine toléré. Mais j'ai aussi réalisé autre chose, quelque chose que 35 ans de service social m'avaient appris: quand quelqu'un vous traite comme si vous étiez moins qu'humain, ce n'est pas un reflet de votre valeur, c'est une révélation de qui ils sont vraiment. Et pour la première fois depuis des jours, malgré la douleur, malgré la faim, malgré la trahison qui me coupait plus profondément que n'importe quelle blessure physique, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis mon arrivée ici. J'ai ressenti de la clarté. Et la clarté s'est intensifiée au cours des 3 jours suivants, 3 jours qui sont devenus une masterclass sur la cruauté humaine. Julien était parti le vendredi matin pour ce qu'il a appelé un séminaire d'entreprise à Deauville. Bien sûr qu'il était parti. Laisser Amandine seule responsable était la parfaite lâcheté. Il pouvait plaider l'ignorance, éviter d'affronter ce qu'il laissait se produire tout en gardant les mains techniquement propres. Amandine a disparu peu de temps après lui. Elle s'est plantée devant la porte de ma chambre, vêtue d'un pantalon de soie fluide et d'un chemisier blanc qui laissait deviner la dentelle coûteuse de son soutien-gorge. Sa silhouette était parfaite, son parfum flottait autour d'elle comme une aura d'arrogance. « J'ai des projets ce week-end », a-t-elle annoncé, comme si elle informait une locataire gênante. « Il y a des céréales dans le placard et quelques boîtes de soupe. Tu devrais t'en sortir. » Des céréales que je ne pouvais pas atteindre. De la soupe que je ne pouvais pas ouvrir sans un ouvre-boîte dont j'ignorais l'emplacement.
Et elle le savait point. Tu rentres quand? Ai-je demandé. Dimanche soir, peut-être lundi matin. Elle a haussé les épaules, comme si le détail était sans importance. Il faut vraiment que tu apprennes à être plus autonome, Hélène. Tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens soient disponibles 24h24. La porte s'est refermée derrière elle et j'ai entendu le cliquetis de ses talons sur le parquet, puis le bruit de la porte d'entrée. Après, le silence. Le premier jour s'est écoulé dans un brouillard de douleur et de soif. J'ai trouvé quelques biscuits secs dans un tiroir et je les ai fait durer. Le deuxième jour, la soif est devenue insupportable. J'ai réussi à boire l'eau du robinet de la salle de bain, mais elle avait un goût métallique qui me retournait l'estomac. Le troisième jour, j'ai ouvert cette boîte de pâté pour chien. J'étais assise sur le sol de la cuisine, car me lever des chaises était devenu trop douloureux. Mes yeux se sont posés à nouveau sur cette conserve cabossée au fond du réfrigérateur. Pâté fine au saumon et aux petits légumes. Pour bijoux, le bichon maltais d'Amandine. La date de péremption était passée depuis octobre. Nous étions en mars. Avec des mains tremblantes, je l'ai ouverte avec le manche d'une cuillère. L'odeur était écœurante, mais mon estomac gargouillait. J'ai pris une petite bouchée, puis une autre. C'était aussi mauvais que ça sentait, mais c'était des protéines. C'était quelque chose. Je suis resté là, sur le carrelage froid, à manger de la pâtée pour chien périmé, et pour la première fois depuis 50 ans, j'ai pleuré comme une enfant. Mais même pendant que je pleurais, une partie de moi, celle qui avait documenté la négligence et les abus pendant des décennies, prenait des notes mentales. Ce n'était pas accidentel. C'était systématique. C'était intentionnel. C'est là que j'ai entendu la voix. Au début, j'ai cru que c'était mon imagination. Mais non, elle venait bien de la maison voisine, un pavillon mitoyen. Une voix de femme âgée qui filtrait à travers les murs fins. J'ai entendu un cri l'autre jour, mais je n'ai vu personne aller voir. Je me suis traîné jusqu'au mur mitoyen, pressant mon oreille contre le plâtre froid. Quelque chose ne va pas, Monique. Cette dame qui a emménagé, la mère de Julien. Je ne l'ai pas vue sortir depuis des jours. La voisine. Bien sûr. Dans toutes mes années de service, les voisins avaient été des témoins cruciaux. Dimanche soir, Amandine est revenue, accompagnée du bruit de talons hauts et de rire. Elle avait ramené une amie. Elles se sont installées dans le salon, juste de l'autre côté du mur de ma chambre. Tu aurais dû voir le brunch au crayon, disait Amandine. Mimosa à volonté et j'ai posté au moins 20 photos sur Insta. Et comment va ta belle-mère? A demandé l'autre voix. Toujours en convalescence? Il y a eu une pause, puis Amandine a ri, ce même son désagréable que j'avais entendu au téléphone. Oh, elle va bien. Probablement mieux qu'elle ne le prétend. C'est le genre dramatique, tu sais, toujours à avoir besoin d'attention. Ça doit être dur de la voir à la maison. Mon Dieu, tu n'as pas idée. La voix d'Amandine est devenue plus forte, plus assurée, comme si elle jouait pour un public. Julien se sent coupable parce que c'est sa mère, mais honnêtement, Manon, c'est comme s'occuper d'un vieil animal de compagnie difficile. Toujours à avoir besoin de quelque chose, toujours à faire du bruit, toujours à s'attendre à ce que tu laisses tout tomber pour elle. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'elle pouvait l'entendre. Et puis elle agit comme si on lui devait quelque chose parce qu'elle a aidé Julien quand il était jeune, comme si ça lui donnait le droit de nous traiter comme ses domestiques. Honnêtement, elle a l'habitude d'être traitée comme un animal. C'est probablement plus que ce qu'elle mérite. Traitée comme un animal. Les mots flottaient dans l'air comme une fumée toxique. Et le pire, c'est qu'elle avait raison sur un point. Il m'avait réduite à cela. Allongé dans le noir, je n'échafaudais plus des plans pour survivre au lendemain. J'échafaudais des plans pour gagner. La guerre a commencé un lundi matin. Pas une guerre de cris et de larmes, mais une guerre froide, silencieuse, menée depuis mon lit qui était devenu mon quartier général. J'ai attendu qu'Amandine parte pour son cours de yoga, son legging moulant dessinant des courbes parfaites, un dernier regard dédaigneux jeté vers la porte de ma chambre. Julien était toujours à Deauville, son séminaire s'étant mystérieusement prolongé. À 10 heures précises, comme convenu, on a sonné à la porte. J'ai utilisé mes béquilles pour atteindre la porte d'entrée, chaque pas une victoire contre la douleur. À travers le Judas, j'ai vu une femme d'un certain âge, les cheveux argentés coupés en un carré impeccable, des yeux sombres et intelligents. La voisine. J'ai ouvert. Je suis Monique Dubois,
a-t-elle dit d'une voix douce mais ferme. J'habite à côté. Je me demandais si nous pouvions parler un moment. J'ai hésité. 35 ans de métier m'avaient appris la prudence. Mais ils m'avaient aussi appris à reconnaître une alliée potentielle. Je l'ai laissé entrer. Monique Dubois devait avoir la septantaine, des rides qui parlaient de décennies de sourires et de soucis. Son regard m'a évalué rapidement, notant ma chemise de nuit que je portais depuis des jours, mes cheveux en bataille, la façon dont je m'appuyais lourdement sur mes béquilles. Ma chère, a-t-elle dit, sa voix pleine d'une compassion que je n'avais pas entendue depuis des semaines, quand avez-vous mangé un vrai repas pour la dernière fois? La question m'a prise par surprise. J'ai commencé à répondre, puis je me suis arrêté. Que pouvais-je dire? Que j'avais mangé de la pâtée pour chien. C'est bon, a dit Monique doucement. Ne m'expliquez rien. Mais je veux que vous sachiez que je me suis inquiété. J'ai entendu des choses. J'ai vu des choses. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je suis enseignante à la retraite, Hélène. Je peux vous appeler Hélène? J'ai vu la négligence auparavant. Et ce qui se passe dans cette maison, ce n'est pas bien point pour la première fois depuis des jours, j'ai senti une lueur d'espoir. Je ne sais pas quoi faire, ai-je admis, ma voix se brisant. C'est ma famille. La famille ne traite pas la famille de cette manière, a-t-elle affirmé. Et j'ai quelques idées sur ce que nous pouvons faire. Mais d'abord, je vais vous préparer quelque chose de décent à manger, et ensuite, nous allons parler de vos options. Pendant qu'elle s'affairait dans ma propre cuisine, ouvrant les placards avec une assurance déconcertante, j'ai senti que le vent tournait. Elle a sorti de son cabas une brique de soupe de légumes bio et l'a fait chauffer. Hélène, a-t-elle dit en remuant le potage, vous connaissez une jeune femme nommée Camille Joly? Elle a été l'une de mes élèves, il y a des années. Maintenant, elle est avocate. Spécialisée dans le droit des aînés. Camille Joly. Le nom me disait quelque chose. Je crois, a dit Monique, qu'il est temps que vous ayez une conversation avec quelqu'un qui comprend exactement quelles sont vos options légales. Elle m'a tendu un bol de soupe fumante. La première cuillerée était si bonne que j'ai failli pleurer à nouveau. Pourquoi faites-vous ça? Ai-je demandé. Parce que j'ai passé 40 ans à enseigner, à voir des enfants qui avaient besoin d'aide et que je ne pouvais pas toujours aider. Maintenant, je suis à la retraite, j'ai le temps et l'énergie. Elle a marqué une pause. Et parce que j'ai entendu ce que votre belle-fille a dit hier soir. Personne ne mérite ça. Comment savez-vous ce que je faisais? J'ai fait quelques recherches après qu'ils aient emménagé. Aide sociale à l'enfance pendant 35 ans. Vous avez aidé plus de familles que vous ne pouvez probablement en compter. Son regard s'est durci. Il est temps que quelqu'un vous aide. J'ai fini la soupe, savourant chaque cuillerée. Pour la première fois depuis des jours, ma tête était claire, mon estomac plein, mes pensées concentrées. Parlez-moi de Camille Joly, ai-je dit. Monique a souri, le premier vrai sourire que j'avais vu depuis des lustres. Oh, ma chère, vous allez vouloir la rencontrer. Surtout compte tenu de votre parcours. Je pense que vous allez très bien vous entendre. Alors que nous parlions, j'ai entendu la voiture d'Amandine se garer dans l'allée. Monique et moi avons échangé un regard. Je ferais mieux d'y aller, a-t-elle dit en se levant. Mais ça ne s'arrête pas là, Hélène. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Vous devez juste vous souvenir comment l'utiliser. Elle s'est dirigée vers la porte arrière, puis s'est retournée. Une dernière chose. Quand vous parlerez à Camille, demandez-lui de vous parler de l'affaire Lambert de 2019. Je crois que vous vous souviendrez pourquoi ce nom devrait vous dire quelque chose. Et sur ce, elle est partie, me laissant avec plus de questions que de réponses. Mais aussi avec le sentiment que je n'étais plus seul. L'affaire Lambert. Alors que j'attendais l'appel de Monique, le nom résonnait dans mon esprit. Et puis, je me suis souvenu. 2019, ma dernière année avant la retraite. Une adolescente nommée Camille Joly, placée en famille d'accueil, intelligente comme un singe mais avec un dossier chargé de troubles du comportement qui n'étaient que des symptômes de traumatisme. Les Lambert avaient été sa dernière chance avant ses 18 ans. Sauf que les Lambert voyaient les enfants comme des chèques de la CAF. Camille était arrivée dans mon bureau un mardi pluvieux, des bleus aux poignets et une histoire qui m'avait glacé le sang. J'avais travaillé sur cette enquête pendant des mois. Je me souviens lui avoir dit, tu es plus forte que tu ne le penses, et plus intelligente qu'il ne le voudrait. L'adolescente en colère que j'avais connue était devenue avocate. Le téléphone a sonné à 14 heures précises.
Madame Dubois. Ici Camille Joly. Monique Dubois m'a parlé de votre situation. La voix était professionnelle, mais il y avait quelque chose dans la cadence qui m'a ramené à ce bureau humide. Camille, ai-je dit, ma voix se brisant. Mon Dieu, ma petite, c'est vraiment toi? Il y a eu une pause. Quand elle a repris la parole, sa voix était plus douce. Madame Dubois, vous m'avez sauvé la vie. Littéralement. Les Lambert, si vous n'aviez pas persisté, je ne serais jamais sorti de là. Et je ne serais certainement jamais allé à la fac de droit. Les larmes coulaient sur mes joues. Je suis si heureuse de savoir que tu vas bien. Plus que bien. Maintenant, c'est à mon tour. D'après ce que Monique m'a dit, vous avez besoin exactement du genre d'aide que j'offre. Nous avons passé l'heure suivante au téléphone. Elle était méthodique, posant les mêmes questions que j'avais posées des centaines de fois. Quand la négligence avait-elle commencé? Quel schéma avais-je remarqué? Des témoins. Avais-je accès à mes documents financiers? Madame Dubois, a-t-elle dit quand j'ai fini mon récit, ce que vous me décrivez n'est pas seulement de la négligence familiale. C'est de la maltraitance de personnes âgées. Et c'est un crime. Mais plus important encore, vous avez des options légales que vous ne connaissez peut-être pas. Comme quoi? Pour commencer, qui a la procuration sur vos affaires financières? Actuellement, Julien, ai-je admis. Et vous savez quel type de procuration c'est? Honnêtement, je ne suis pas sûr. Julien s'est occupé de toute la paperasse. Je l'entendais taper sur son clavier. D'accord. Mais Madame Dubois, j'ai besoin de vous demander quelque chose d'important. Est-ce que vous me faites confiance? Assez pour me laisser examiner votre situation juridique et financière complète? J'ai pensé à l'adolescente tremblante, puis à la femme sure d'elle au téléphone. Oui, ai-je dit. Je te fais entièrement confiance. Très bien. Voici ce que nous allons faire. D'abord, je viens vous voir demain matin. Monique dit qu'elle peut être présente, ce qui est parfait, nous avons besoin de témoins. Deuxièmement, j'apporte des documents pour révoquer immédiatement la procuration de Julien et en établir une nouvelle avec des personnes en qui vous avez vraiment confiance. Je peux faire ça? Tant que vous êtes mentalement compétente, ce qui est clairement le cas, vous pouvez révoquer une procuration à tout moment. Et ensuite? Je vais demander une ordonnance de protection d'urgence pour geler tout accès non autorisé à vos comptes bancaires et évaluer toute transaction récente que Julien aurait pu faire. J'apporterai aussi des formulaires pour mettre à jour votre testament, si nécessaire. Mon testament. Je n'y avais pas pensé. Mais Julien avait insisté pour que tout soit mis à jour avant l'opération. Qu'est-ce que j'avais signé exactement? Camille, je crois que Julien a peut-être fait des changements à mon testament sans que je m'en rende compte. La ligne est restée silencieuse un instant. Madame Dubois, si c'est vrai, ce n'est pas seulement de la maltraitance. C'est de la fraude. Possiblement une extorsion criminelle. Sa voix est devenue dure comme de l'acier. Demain, nous allons examiner chaque document que vous avez signé au cours des 6 derniers mois. Après avoir raccroché, j'ai ressenti pour la première fois depuis mon arrivée, non pas de l'espoir, mais de la puissance. La rencontre ressemblait à une scène de film, un drame bourgeois se jouant dans le salon immaculé de Julien et Amandine. Camille est arrivée à 15 heures précises, accompagnée de Monique. Quand j'ai ouvert la porte, mon cœur a presque cessé de battre. L'adolescente que j'avais connue s'était transformée en une femme formidable, la trentaine, vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine impeccable et d'une paire de loups-boutins qui claquaient sur le parquet avec une autorité silencieuse. Elle portait un chemisier de soie crème qui laissait entrevoir la naissance de sa poitrine, une touche de féminité puissante dans son armure professionnelle. Mais ses yeux avaient toujours cette même étincelle de détermination féroce. Madame Dubois, a-t-elle dit en me serrant doucement dans ses bras. C'est si bon de vous voir. Amandine est apparue dans le couloir, sa curiosité piquée au vif par les visiteuses. Son sourire de façade s'est crispé en voyant Camille, jeune, professionnelle, clairement pas le genre de personne qu'on intimide. Oh, bonjour, a-t-elle dit. Je ne savais pas qu'Hélène attendait de la visite. Je suis Camille Joly, a dit Camille en tendant une main qu'Amandine a été obligée de prendre. L'avocate de Madame Dubois. Le visage d'Amandine a légèrement pâli. Avocate? Pourquoi aurait-elle besoin d'une avocate? Affaire juridique de routine, a répondu Camille avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Révision de testament,
mise à jour de procuration, ce genre de choses. Je suis sûr que vous comprenez l'importance de garder ces documents à jour, surtout après un événement médical. Bien sûr, a marmonné Amandine, mais je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Nous nous sommes installés dans le salon. Monique s'est assise discrètement dans un coin, prête à jouer son rôle de témoin. Camille a ouvert sa mallette en cuir et a sorti une pile de documents. Madame Dubois, avant toute chose, je dois établir votre compétence mentale pour le dossier. Pouvez-vous me dire la date d'aujourd'hui? Où nous sommes? Et pourquoi vous m'avez contacté? J'ai répondu à chaque question clairement. Camille a noté mes réponses, puis est passée aux choses sérieuses. Parlons de votre procuration actuelle. Vous souvenez-vous de l'avoir signée? Oui, mais Julien m'a dit que c'était juste pour les urgences médicales. Camille a froncé les sourcils en examinant les documents que j'avais réussi à récupérer dans ma chambre. Madame Dubois, ceci n'est pas une procuration médicale limitée. C'est une procuration financière générale et durable. Elle donne à Julien un contrôle total sur tous vos comptes bancaires, vos investissements et vos décisions financières. Le choc a dû se lire sur mon visage. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'il peut accéder à vos comptes, transférer de l'argent, faire des placements, même vendre des biens en votre nom. Et comme elle est durable, elle reste en vigueur même si vous devenez incapable. J'ai gardé le silence, digérant l'information. Julien avait eu un accès total à mon argent pendant des semaines. Voulez-vous la révoquer? Immédiatement. Camille a souri. Je me doutais que vous diriez ça. Nous avons passé l'heure suivante à tout examiner. Mon testament avait été modifié pour tout laisser à Julien, avec Amandine comme bénéficiaire secondaire. Mes comptes bancaires avaient maintenant Julien comme cotitulaire. Même ma police d'assurance vie avait été changée. Vous vous souvenez d'avoir signé tout ça? A demandé Camille doucement. J'ai essayé de me souvenir. Il y avait eu tant de papiers avant l'opération, et Julien avait été si insistant. J'avais eu confiance. Certains, oui. D'autres, je ne suis pas sûr. C'est bon. C'est même très important. Si vous pouvez témoigner que vous n'avez pas entièrement compris ce que vous signez, ou si vous vous êtes senti sous pression, c'est une preuve de contrainte. Amandine est apparue dans l'embrasure de la porte, un plateau avec du thé que personne n'avait demandé, essayant clairement d'écouter. Comme c'est gentil, a dit Camille sans perdre son sang-froid. Nous étions justement en train de discuter du projet de Madame Dubois de révoquer tous ses documents juridiques antérieurs et de tout recommencer. Le plateau a vacillé dans les mains d'Amandine. Recommencer? Oh oui, a dit Camille d'un ton enjoué. C'est assez courant après des expériences traumatisantes. Un traumatisme médical, des situations familiales stressantes. Les gens ressentent souvent le besoin de s'assurer que leurs affaires juridiques reflètent vraiment leurs souhaits actuels. Mais Julien a déjà tout réglé. Tout est à jour. Eh bien, c'est la beauté du système juridique, a dit Camille. Il peut toujours être réactualisé. Après qu'Amandine soit partie, visiblement secouée, Camille s'est penchée vers moi. Madame Dubois, y a-t-il autre chose que vous devez savoir? J'ai examiné les transactions récentes sur vos comptes. Avez-vous autorisé un virement de 15 000 € la semaine dernière? Quoi? Non, je n'ai rien autorisé. Les yeux de Camille se sont durcis. C'est ce que je pensais. Madame Dubois, je vais être direct. Julien a accédé à vos fonds régulièrement depuis qu'il a la procuration. Certaines transactions pourraient être légitimes, des factures médicales et autres. Mais d'autres? Elle a secoué la tête. D'autres semblent être pour des dépenses personnelles. La trahison m'a frappé plus durement que la douleur physique. Non seulement il m'avait traité comme un animal, mais il m'avait volé en même temps. Que pouvons-nous faire? Demain, je dépose 3 choses. Primo, une révocation d'urgence de toutes les autorités légales de Julien, effective immédiatement. Secondo, une ordonnance de protection sur tous vos comptes financiers. Tertio, je lance une enquête formelle pour maltraitance de personnes âgées et possible fraude financière. Et s'ils essaient de m'arrêter? Madame Dubois, a interrompu Camille, laissez-moi être très clair. Vous m'avez aidé quand j'étais une adolescente sans défense. Maintenant, je suis une avocate avec des ressources, des relations et une compréhension très personnelle de ce que l'on ressent quand on est trahi par les personnes qui sont censées vous aimer. Elle s'est penchée en avant, ses yeux remplis de détermination. Personne ne vous fera plus de mal.
Je vous le promets point alors que je signais les nouveaux documents la nommant, elle et Monique, comme mes nouvelles représentantes légales, j'ai ressenti un pouvoir que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une dernière chose, a dit Camille en rangeant ses affaires. Seriez-vous d'accord pour que le docteur Leroy examine et documente toute preuve physique de négligence pour le dossier? Oui, ai-je dit sans hésiter. Documenté tout point après leur départ, je suis resté assise dans le salon silencieux. En 35 ans, j'avais vu de nombreuses formes d'abus, mais je n'avais jamais vécu ce moment précis où une victime décide de devenir une survivante. C'était comme se réveiller d'un très long sommeil. Ce soir-là, quand Julien est finalement rentré de Deauville et qu'il a murmuré avec Amandine dans la cuisine, je n'ai rien dit. J'ai mangé le maigre dîner qu'ils m'ont apporté, j'ai pris mes médicaments en retard et je me suis couché tôt. Mais cette fois, alors que j'étais allongé dans le noir, je ne planifiais pas comment survivre. Je planifiais comment gagner. Et gagner, c'est avéré plus satisfaisant que je ne l'avais jamais imaginé.